C'était une stratégie de suivi. On l'a lancé en 2015. 3 ans après, vous étiez rentable. Oui, parce on n'avait pas trop le choix. On n'avait pas levé de fonds. Donc, si on ne voulait pas fermer après à un moment donné, donc il fallait s'organiser pour être rentable le plus tôt possible. Parce que nous, dans notre business, en fait, il faut que tu traites plusieurs dizaines, pour ne pas dire centaines de milliards pour être rentable. Parce que tu as des charges, sur une transaction, tu gagnes peut-être 10 francs. Donc, il te faut faire des millions de transactions pour pouvoir être rentable. C'est ça le challenge, en fait, avec des fintech. Un politicien qui, en fait, a créé une plateforme comme du copinage et qui a fait une injonction à toute une industrie d'aller vers lui. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec 80-90% de nos revenus qui ont chuté. Non. Oui, en 3 mois. Parce que lui, en fait, il a, d'une certaine manière, avec son statut, il a le pouvoir, voilà, avec le pouvoir, il a pu rediriger tout le monde vers sa plateforme. Et donc, tu te retrouves en face à maintenant quitter peut-être 150 pour te retrouver à 30 millions de revenus. Donc, tu vois le gap. Par mois. Oui. Hein? Avec des charges de plus de 100 millions par mois. Oui, mais c'est... Attends, parce que oui, on peut avoir des valeurs qu'on montre et tout, mais une fois que l'argent arrive dans le business, dans les startups, c'est là qu'on a souvent des problèmes qui apparaissent. Est-ce que c'est révélateur aussi? On dit l'argent révèle ta vraie nature, en fait. Tu pensais que tu étais humble, en fait, non? Oh, tu n'avais pas la Non, parce que c'est juste que tu étais pauvre. Historiquement, on connaissait les opérateurs de mobile money. Il y a un nouveau qui est venu. Oui. Comme il ne t'a pas payé, je ne vais pas faire la publicité de son nom. Non, pas de problème. Et qui est venu. Bah oui. Qui a révolutionné l'expérience utilisateur. Totalement. Aujourd'hui, j'accueille Aziz Yerima, entrepreneur tech et cofondateur de Pedunia, une fintech présente dans 7 pays d'Afrique francophone et spécialisée dans les paiements électroniques, le mobile money et les transactions digitales. Passionné d'informatique, Aziz est diplômé en électronique informatique, télécommunications et multimédia. Avec Pedunia, il a contribué à transformer les paiements en Afrique francophone en permettant aux entreprises de collecter et d'envoyer des paiements via mobile money, carte bancaire et espèces. La plateforme a traité plus de 1500 milliards de francs CFA avant son rachat début 2025 par le groupe sud-africain Pitch Payment. Aziz a également été le premier président de Sen Fintech, l'association sénégalaise des fintech, engagé dans le développement de l'écosystème financier et technologique en Afrique de l'Ouest. Pour lui, entreprendre, c'est avant tout une manière d'aider l'Afrique à avancer grâce à l'innovation et à la technologie. Aujourd'hui, il nous partage son parcours, sa vision et les coulisses de la construction d'une fintech africaine de référence. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Aziz. Bonjour Edith. Comment tu vas? Je vais bien voir. Et toi-même? Très très bien. Et je vois que tu as très très bonne mine. On sent que tu es apaisé. Effectivement. Ça fait quoi d'être en semi-retraite? Parce qu'on peut dire que tu es à la retraite. Hein? Ton associé et toi, ta cofondatrice, vous avez vendu votre start-up, fintech, Pedunia. Chacun, en tout cas, vague à des occupations, on peut dire différentes en ce moment. Mais comment se passe cette nouvelle étape de ta vie? D'accord. Alors déjà, juste, on est 3 cofondateurs, même 4. Ok, d'accord, 4 cofondateurs. Mais 3 qui sont dans l'opérationnel. Et donc, effectivement, après le deal avec Pitch, donc j'ai décidé de me retirer. Donc, mais les autres continuent l'aventure. Ah, ils continuent l'aventure. Oui, ok, d'accord. Donc, ils sont toujours au sein de Pedunia. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Bah, après, écoute, je pense après 10 ans, c'était important pour moi de faire une pause. On a traversé, entreprendre en Afrique francophone, c'est pas évident. C'est pas facile. Oui, c'est pas évident, surtout quand tu es en face des concurrents qui ont levé plusieurs millions de dollars plutôt. Certains avaient même levé jusqu'à 10 millions de dollars. Et quand en face, toi, tu n'as pas levé, il faut que tu puisses être très créatif, très ingénieux pour pouvoir tenir face à cette concurrence-là. Et c'est ce qui nous a permis, malgré qu'on n'ait pas levé, qu'on était toujours quand même en position de leader dans nos différents pays. Et donc, forcément, en face, c'est énormément de nuits blanches, énormément de sacrifices et énormément vraiment de matière blanche. Et donc, quand on a traversé cela, qu'on a tenu à ce rythme-là, après 10 ans, c'est important aussi d'écouter son corps. Oui. Quand tu vois des signaux que ça ne va pas, tu tombes souvent beaucoup malade, tu fais plein de burn-out, ainsi de suite. Et donc, il faut savoir lâcher prise, histoire, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Et je pense que c'est dans cette phase-là que je suis. Donc, j'essaie de me retrouver, de me reconcentrer sur moi-même, me reposer après ces 10 ans-là pour mieux ressauter dans une prochaine aventure.
Je pense que j'ai décidé de t'inviter après notre conversation qu'on a eue il y a plus d'1 an, hein, où on s'était retrouvés et tout. Et tu me parlais de cette transition dans laquelle tu te trouvais, des burn-out que tu as vécu pendant cette traversée en tant qu'entrepreneur dans le domaine de la fintech. Et en tant qu'entrepreneur aussi, j'ai raisonné avec toi d'une certaine manière parce que j'ai vécu aussi la même chose quand on parle de burn-out, de santé mentale et autres. Aujourd'hui, on peut dire que tu vis à Abidjan. Bon, tu es en deux capitales, Cotonou et Abidjan. Et Dakar même. Et Dakar également, où tu as longtemps vécu. Comment ça se passe aujourd'hui à Abidjan? C'est quoi la next step aujourd'hui pour Aziz Yerima? Personnellement, je pense 2026 pour moi, c'est essentiellement de me reposer. Mais forcément, quand on est entrepreneur, on ne se repose jamais à 100%. Donc, je pense que j'ai essentiellement 3 activités, si je peux m'exprimer ainsi. Je continue au niveau de Pénion, donc dans le conseil d'administration, donc sur tout ce qui va être la stratégie, le lobbying. Donc, je continue toujours au niveau de Pédounia. D'autre part aussi, j'ai une nouvelle casquette donc de conseiller, d'accompagnement que je fais aussi avec des cadres et des entrepreneurs, donc à travers la plateforme Entourage ou parfois en direct, ça dépend du sujet. Tu peux présenter Entourage, c'est quoi? Entourage, c'est une plateforme d'experts qui regroupe en fait des experts. Donc, il y a énormément de personnes. Hein. Je pense récemment, même Fabrice Aouillon a rejoint, Nabou Falier. Vous avez vraiment, à travers toute l'Afrique, à travers toute l'Afrique, des experts donc, dans leur domaine qui sont sur cette plateforme. Et vous, en tant qu'entrepreneur ou en tant que professionnel, vous pouvez en fait venir et réserver une séance de coaching en one-to-one. Donc, 1 heure de temps, vous discutez avec la personne, vous apportez votre sujet, vous posez des questions et c'est un débat où on essaie d'apporter en tout cas l'expérience qu'on a pour essayer de vous éclairer sur les questionnements que vous avez. Donc voilà un peu. Donc je fais beaucoup cela. J'accompagne aussi certains entrepreneurs. Donc je sais ce que je fais. Et en 3e lieu, je lance 2-3 petites activités non digitales. Je suis dans une phase de... Oui, parce que tu as été à fond dans le digital, le start-up, fintech, tout le temps. Oui, si on veut. Tout digital. Exactement. Aujourd'hui, le digital est dans tout. Tout est informatisé. Sans ça, bien sûr. Mais je dis, ce n'est plus une entreprise full digital. Ouais. C'est un truc où tu touches ce que tu vends, voilà, ce que tu proposes, le produit, et ainsi de suite. Histoire aussi un peu de me changer un peu les idées. Mais 2027, je travaille sur un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps, qui est dans l'éducation. J'espère que je pourrai aussi bosser sur ce projet-là. Il sera ma nouvelle start-up, ma prochaine start-up. Ta prochaine start-up. Oui, mais oui, comme je dis, voilà, c'est un peu ça. Actuellement, je suis déjà sur 2-3 initiatives où je ne suis pas forcément seul. Ok, tu es toujours accompagné. Oui, c'est un choix aussi parce que comme je suis dans une phase où j'ai besoin aussi de prendre un peu de temps, donc je sais que je ne pourrai pas forcément être à fond dans les projets. Donc, sur toutes ces initiatives-là, je m'associe avec d'autres personnes et puis je ne suis pas en lead en tant que tel, ou en tout cas peut-être au début, mais après, je lâche du lest. Parce qu'au final, hein, c'est vrai qu'on veut se reposer, mais comme tu as dit, en tant qu'entrepreneur, il y a toujours la magie des débuts. On aime créer. C'est ça. On aime donner vie. Ouais. Et une fois qu'on a donné vie, que ça roule... moi, ce truc-là, une fois qu'on a donné vie, on se lasse de la routine, de la répétition, du process, en fait. Est-ce que tu es dans ce cas? Oui, non, je pense que c'est exactement ça. Je pense que c'est un peu ce que j'anticipe. C'est pour ça que c'est les projets que je fais aujourd'hui. C'est des projets qui je pense, qui ont un très bon potentiel. Alors, il y en a un, je pense, particulièrement, qui est même une start-up, mais qui, je pense, aussi va aller très loin. Mais comme je dis, j'ai fait ce choix-là, comme 2026, je veux vraiment me concentrer sur moi-même. J'ai fait ce choix-là dès le début d'être clair avec mes associés que voilà, je ne vais pas être à fond dessus. Et j'ai un autre où je serai un peu plus à fond. Mais justement, comme je dis, histoire de serrer les mains chaque jour, de faire du truc. Donc, voilà un peu quoi. Donc aujourd'hui, tu es juste dans le conseil d'administration de Pédounia. Tu as du temps. C'est ça. Et puis, tu as tes autres activités que tu es en train de développer. J'ai une vie de petit retraité. Parce qu'en plus, vous avez vendu votre start-up. Oui. Vous avez les retombées. Vous avez eu les retombées de la vente d'une start-up. Comme on dit, vous avez exit de votre projet.
C'est ça. Quand on excite de son projet, de sa start-up comme ça, Mhm. comment se passe le jour d'après? C'est-à-dire, vous avez signé, vous avez vendu. Mhm. Bon, il faut dire comme ça, c'est pas quand on signe, en fait, en moyenne, en fonction du deal, Mhm. ça peut prendre entre 1 an et 2 ans pour que ça soit réellement clos. Mhm. Parce que tu signes, en fait, tu as juste signé, vous êtes tombé d'accord sur quelque chose. Souvent, il y a ce qu'on appelle les CP, c'est des conditions préalables pour que le deal ait réellement lieu. Mhm. Donc, typiquement, nous, quand on signait, on disait qu'il fallait, par exemple, qu'on ait l'agrément de la Banque centrale, il fallait faire telle chose au niveau des états financiers, etc., etc. Donc, tu as une liste de points que tu dois quand même cocher pour que le deal ait réellement lieu. OK. Donc, tu as souvent cette phase-là par laquelle vous devez traverser. Nous, on a traversé, on a fini vers octobre de l'année dernière. Après, tu as une phase administrative qui viendra où, en fonction de comment ta boîte est structurée, aussi celui avec qui vous faites le rachat, il faut que le rachat est effectivement lieu administrativement parlant. Donc là encore, ça dépend de vos différentes juridictions, des entités qui vont réellement contracter. Donc ça aussi, ça peut traîner, ça dépend 6 mois plus, ça dépend. Mhm. Donc tu as toute cette phase-là où j'ai envie de dire, où tu anticipes. Enfin, si tu es quelqu'un comme moi, tu anticipes. Donc, tu ne commences pas à te dire comment tu vas structurer justement ce patrimoine qui va venir, comment tu vas l'organiser. Tu Parce commences que déjà à réfléchir déjà Oui, au oui. jet. Comment tu vas organiser le jet? Oui, parce que tu sais, on dit souvent, il y a un dicton que j'aime bien, on dit que le plus dur, c'est pas de devenir premier, c'est de le rester. Exactement. Donc ici aussi, c'est un peu la même chose. Le plus dur, c'est pas d'avoir, on va dire, cette entrée de cash, mais c'est de le multiplier, si je peux Bien m'exprimer. sûr. Maintenir et multiplier. Ouais, ça existe, des gens qui ont touché même bien plus et qui après... En tout perdu. Voilà, En tout dépensé. exactement. Parce que tu as déjà une éducation financière, on peut dire ça. Oui. Avec toutes ces années quand même, oui. Je pense que j'ai pas mal d'expérience même. Et donc, justement, j'anticipe, je sais d'organiser sur comment ça va être, quoi. Typiquement, moi, je me suis organisé en 3 postes. Il y a une première où je dis dépenses, plaisir. Oui, Donc, quand même, se faire plaisir après toutes ces années. Oui, c'est important. C'est important. Mais voilà, ça reste des choses raisonnables, hein. Tu vois, c'est des choses où beaucoup de la famille vont être impliquées. Mhm. Faire un gros voyage avec toute la famille, Un par groupe, exemple, la ouais. grande famille, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc, tu as les choses comme ça et tu sais qu'il y avait plein de petits sujets que tu avais. Donc, tu te mets cette partie-là. Tu as une partie qui va aller dans des placements financiers. Mhm. Tu vas investir à la bourse aussi? Bourse À essentiellement, BRVM? ici, mais aussi ailleurs. Mhm. Donc, toujours question de diversification de risques, hein. Mhm. Et un troisième que je dis qui est là où je vais réinvestir maintenant dans des projets un peu plus risqués, je vais dire, où je vais relancer des choses, je vais faire... Donc, ça va être vraiment de relancer de nouvelles machines, Mhm. voilà un peu. Et Tu n'as pas investi dans des startups aussi en tant que business angel? là, tout de suite, non, Mhm. pas avec cette partie. Parce qu'il faut comprendre, nous, notre deal, il est structuré en 2 parties. Il y a une première tranche et une deuxième tranche qui va arriver. OK. Donc, peut-être dans la deuxième tranche, le tout dépendra justement de comment est-ce que je vois les choses évoluer. Mais oui, pas avec cette première tranche-là. Parce qu'il faut comprendre que investir dans des startups ou des boîtes, je dis toujours, il faut vraiment être prêt mentalement à passer à un stade d'investisseur et de comprendre ce que ça veut dire qu'être investisseur. Ça vient avec des risques. Oui. Surtout, encore plus si tu investis dans des startups, c'est encore beaucoup plus risqué. Donc, il faut psychologiquement te dire que l'argent que tu investis dans ces startups, tu es prêt à le perdre. Oui. Donc, si tu n'es pas psychologiquement, si je sais pas moi, c'est 100 000 euros, c'est 200 000 euros, ainsi de suite, si tu n'es pas psychologiquement prêt à les perdre, tu n'es pas encore prêt à être vraiment investi dans les startups. Donc, il faut faire déjà ce move psychologique-là déjà. Et donc, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Vraiment, tu n'es pas encore prêt à toi-même donner l'argent à une start-up. Pour l'instant, tu te concentres sur toi. Je me sécurise d'abord, parce que c'est important. Oui, bien sûr. Même quand dans les avions, quand on montre les consignes de sécurité, on dit mets d'abord ton masque. C'est ça. Avant d'aider quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc, il faut dire que je me stabilise avant de penser à faire autre chose. On dit tu es conscient de ce qui doit se passer. Ah oui. On peut dire que tu es milliardaire finalement. En français, pas. C'est ce qui paraît. Attends, et salut la main du milliardaire quand même. Attends, mais salue-moi. Salue-moi. J'ai pour les bénédictions du milliardaire. Attends, quand même. Un jeune qui vend sa start-up. Après 10 années d'efforts, de dur labeur, avec son équipe, ses associés et tout, et qui arrive
à trouver un investisseur, un acheteur. Attends, c'est le rêve de beaucoup d'entrepreneurs. C'est vrai. C'est vrai. Comment ils ont fait pour vous, pour se rapprocher de vos pitch payments, les Sud-Africains? Qu'est-ce qui les a attirés chez Pedunia? Alors, il faut comprendre que déjà, quand on parle de ce genre de deal, c'est d'abord que la personne, déjà, en fait, est d'abord intéressée par un rachat. Ce n'est pas d'abord toi. OK. C'est d'abord une stratégie. D'abord, donc l'entreprise se dit, je fais de la croissance extérieure, donc je veux racheter une boîte. Après, elle va cocher. C'est comme quand tu fais un recrutement. Donc, tu ne vas pas aller dans une entreprise parce que tu es trop intelligent ou parce que on va te recruter. Non. Oui. L'entreprise a d'abord besoin de recruter et elle fait son job description, sa fiche de poste, d'annonce. Et c'est maintenant ceux qui cadrent avec ça qu'ils vont interviewer. Ah, d'accord. Donc, c'est d'abord cela. Et alors, par contre, tu as plusieurs. Nous, dans notre cas particulier, je connaissais un de leurs investisseurs, un de leurs private equity, avec lequel j'ai gardé la relation depuis un certain moment donné, qui justement aussi me parlait en fait du fait qu'ils étaient en train de conclure le deal avec Pitch et que potentiellement c'est quelque chose qui pourrait les intéresser en fait de venir dans notre région. Et donc c'est un peu cela, mais ça n'empêche. Hein, c'est-à-dire quand ils ont voulu, un peu comme je dis, comme pour un recrutement, même quand on te recommande quelqu'un, tu l'écoutes, mais tu écoutes d'autres candidats, en fait. Ouais. Donc, ça a été la même chose. Donc, ils ont écouté des boîtes de toute la zone Afrique francophone. Wow. Oui, ils ont fait donc, des premiers entretiens. Ils ont discuté avec plusieurs. Mais il s'est fait que notre nom ressortait beaucoup auprès de beaucoup d'investisseurs de VC et ainsi de suite. On remplissait beaucoup de cases, en fait. Nous, on était rentable depuis très longtemps. OK. Ce qui est Depuis combien rare. d'années? Depuis 2018, nous, on est rentable. Ah ouais. Oui, en fait, c'était une stratégie de suivi. C'était une stratégie de suivi. On l'a lancé en 2015. Donc, 3 ans après, vous étiez rentable. Oui, parce qu'on n'avait pas trop le choix. On n'avait pas levé de fonds. Donc, si on ne voulait pas fermer après à un moment donné, donc il fallait s'organiser pour être rentable le plus tôt possible. Donc, ce qui a amené à beaucoup de réorganisation, de structuration, d'aller vers des segments qui étaient beaucoup plus matures, on va dire. Parce que nous, dans notre business, en fait, il faut que tu traites plusieurs dizaines, pour ne pas dire centaines de milliards pour être rentable. Parce que tu as des charges, sur une transaction, tu gagnes peut-être 10 francs. Donc, il te faut faire des millions de transactions pour pouvoir être rentable. C'est ça le challenge, en fait, avec des fintechs. Et c'est ça que beaucoup de fintechs n'atteignent pas. Elles lèvent beaucoup de fonds, mais pour atteindre cette taille critique, c'est pas évident. Oui. Et aussi, en face, il faut voir aussi quelles sont tes charges. Et donc, c'est de trouver ce juste milieu-là. Donc, nous, on avait une certaine discipline financière depuis le début, qui a permis justement d'être rentable beaucoup plus rapidement. Et on a même vraiment eu des bons excédents qui nous ont permis de réinvestir, parce que pendant ces 10 ans, on a payé au 0 dividende. Donc, on réinvestissait dans l'entreprise. C'est ça. Tous les 7 pays, on les a fait sur fonds propres. Wow. Donc, voilà, toute cette croissance a été financée pendant tous ces 10 ans-là, en fait, sur fonds propres, parce qu'on avait une certaine discipline financière. On a pu s'organiser. Nous, on est restés les pieds sur terre, les fondateurs. Vous payez? Oui, on se payait, mais je dis, enfin, non, on n'était pas les meilleurs salaires, quoi. Ouais. Il y avait des collaborateurs qui étaient mieux payés que nous. Ah ouais. On n'avait pas de conditions extraordinaires. Il n'y avait pas de voiture, de maison ou de quoi que ce soit. Donc, Discipline jusqu'au bout. Oui. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on est arrivé à ce niveau, et une des raisons pour lesquelles aussi, quand tu parles avec, parce qu'il faut comprendre qu'on a fait avec Pitch, mais en réalité, on avait quasiment presque 3 offres. Donc, quand tu as beaucoup de personnes qui s'intéressent à toi, parce que, en fait, quand on regardait dans toute la zone, on avait l'air d'un ovni. Ouais. On sortait de l'ordinaire par rapport à tout ce qui se faisait. Soit les gens avaient levé beaucoup de fonds, mais n'arrivaient même pas à être rentables. D'autres étaient rentables, mais parce que voilà, c'était pas des business assez viables. C'était des gens qui avaient des connexions avec certains qui donc avaient du copinage avec certains marchés. Donc forcément. Donc bref, on avait coché beaucoup de cases. On avait sur pied une gouvernance aussi, ce qui est rare aussi pour les entreprises. On a un conseil d'administration depuis 2020. On a un commissaire aux comptes réputé, un des Big Four. Donc bref, en fait, on avait mis sur pied un certain cadre qui fait que on cochait vraiment beaucoup de cases, donc de personnes qui étaient intéressées à potentiellement faire un rachat. Et donc, naturellement, après, nous, pour la petite histoire, on ne cherchait pas à vendre. Ah, vous ne cherchez pas à vendre? Non. Ce qui s'est fait, en fait, c'est qu'à un moment donné, c'est avec Covid, pour la plupart des fintechs, startups, ça a été comme ça. Après, ça a été une grosse chute. Oui. Nous, ça a été dur aussi. Ça a été décisif, cette période. Oui.
Ça a été difficile, décisif, difficile après. Et comme je dis, heureusement pour nous qu'on a une certaine organisation, une certaine discipline financière, parce qu'on avait, pendant toutes ces années aussi, on avait aussi amassé un trésor de guerre qu'on avait mis de côté. Et 2022, ça a été une année très difficile. On a eu beaucoup de challenges, on a même eu un politicien qui, en fait, a créé une plateforme, un peu comme je disais, du copinage et qui a fait une injonction à toute une industrie d'aller vers lui. Donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec plus de 80-90% de nos revenus qui ont chuté. Non. Ah oui, en 3 mois. Parce que lui, en fait, il a, d'une certaine manière, avec son statut, il a le pouvoir, voilà, avec le pouvoir, il a pu rediriger tout le monde vers sa plateforme de paiement. Exactement. Ah ouais. Et donc, du jour au lendemain, tu te retrouves avec à être négatif, pendant que tu étais super positif, tu te retrouves. Et dans le temps, quand je prends les salaires, les charges, les impôts, en fait, chaque mois, on avait une trésor, on devait décaisser autour de 120 millions. Waouh. Et donc, tu te retrouves en face à maintenant quitter peut-être 150 pour te retrouver à 30 millions de revenus. Donc, tu vois le gap. Par mois. Oui. Hein? Oui, et donc, c'est là où... Avec des charges de plus de 100 millions par mois. Oui, mais c'est... Attends. Donc, tu as du mal à dormir, mais là, tu passes en dépression. Direct, carrément, en dépression. Attends, t'as plus envie d'aller au travail? Non, c'était compliqué. Et c'était 2022 qui a été l'année la plus dure. Ça a été notre première année négative. 2023 aussi, on a été négatif, mais très légèrement. Mais 2022 a été l'année très décisive. Et si on n'avait pas eu toute cette discipline financière, on aurait sûrement fermé. En fait, c'est la trésor de guerre, comme tu dis, ce que vous avez pu amasser, qui vous a permis de tenir à partir de 2022 jusqu'après. Exactement. Et 2022, même en fait 2022, quand on était dans l'année, à un moment donné, j'étais persuadé qu'on allait fermer. Parce qu'il fallait prendre des décisions très drastiques. On avait fermé notre bureau d'Abidjan, celui de Cotonou, on l'avait réduit. À Dakar, même, on avait quitté nos locaux. On était allé dans un petit local. Ah ouais. On était à 110 personnes, on est passé à 35 personnes. C'est drastique. Non, mais on a... Non. C'est une hémorragie. Waouh. 70 à 30 personnes. Ouais. Et donc, il fallait réduire partout, dans tous les sens. C'était la première des choses parce qu'on avait une grosse saignée qu'il fallait déjà arrêter. Mais après, quand ça se passe et que tu quittes ces grosses... il fallait tout réorganiser, même au niveau de la compta, la fiscalité, parce que il y avait beaucoup de choses. Et donc, quand tu finis de faire ça, tu as un semblant d'équilibre, mais c'est un piège. Parce que c'est souvent ça, en fait, c'est même dans ces phases-là, en fait, que finalement, tu finis par chuter. Parce que quand c'est comme ça, si tu n'arrives pas dans les 12 mois, maximum 2 ans, à remonter la pente, tu meurs, en fait. Ouais. Tu meurs parce que les autres, ils ne dorment pas. Et comme je dis en face, tu avais des gens qui avaient aussi des financements. Nous, on était toujours vivants parce qu'on arrivait à maintenir nos charges, à être positifs, donc à dégager du bénéfice, donc maintenir nos charges et réinvestir dans l'entreprise. Et donc, quand tu passes dans une situation où ça devient le contraire, si tu n'arrives pas à te réinventer, tu meurs dans les mois qui suivent. Et donc, c'était un très gros challenge, difficile. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé, il faut réorganiser les ventes. Et c'est là où il faut faire des arbitrages, tu vois. Typiquement, on a réduit beaucoup de choses, mais je pense qu'on était assez lucide pour réorganiser les ventes et savoir qu'il fallait quand même réinvestir dans les ventes et dans le marketing de manière très stratégique et très ponctuelle. Et ça a fini par payer après 18 mois. On avait reconstitué le chiffre d'affaires qu'on avait. Wow. Oui. C'était une période très, très compliquée, très trouble. Et ouais. Donc, je pense que c'est tout ça qui a fait que tous les investisseurs, les financiers, enfin, les entreprises étaient... Ils ont vu que vous étiez résilient. Oui. Même en situation, en difficulté, en période de difficulté, de marasme financier, vous réussissez à remonter la pente avec une stratégie. C'est ça. C'était quoi la stratégie pour remonter la pente globalement? Parce que c'est une fintech, c'est des paiements en ligne, des transactions, des transferts d'argent et tout. Comment on arrive à remobiliser ces ventes en fait? Oui, la première des choses, c'est de faire une analyse je sais pas, je vais dire post-mortem, mais en tout cas post-mortem, pour les clients qui ne sont plus avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont partis? Bon, la majorité, on sait, on les a obligés à partir. Donc, et on n'a pas le pouvoir de les ramener. Ouais. S'il s'agit en face d'un pouvoir politique, au public, si on veut.
Donc, il faut savoir sur quoi toi tu peux jouer, sur quoi tu as le pouvoir. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû réorganiser les ventes, donc revoir les segments qu'on adressait, les clients qu'on adressait. C'était essentiellement ça. On a aussi réorganisé aussi au niveau des produits. Donc, en fait, globalement, ce qui s'est produit, c'est que, alors, pour être précis, le problème dont je parlais, c'était vraiment au Sénégal, mais c'était le Sénégal qui, drivait les ventes. Dans le temps, je pense que c'était 70% des revenus, je crois. Ah ouais, de Pédounia. Oui, quelque chose comme ça. Ouais. Oui. Donc, le problème était au niveau du Sénégal. Donc, il fallait comprendre et réorganiser. Donc, ce qui s'est produit, c'est que... Mais on avait déjà déployé dans le temps, on a déjà ouvert au Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réorienté les ressources qu'on avait en fait, vers les autres pays. Et c'est là où la diversification aussi est importante. C'est-à-dire, on n'aurait pas été diversifié dans d'autres pays, on aurait fermé boutique. Ouais. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais tous les œufs dans le même panier. Donc, du coup, on a accéléré sur le Bénin. La Côte d'Ivoire n'a pas beaucoup fait parce que la Côte d'Ivoire, c'est aussi une question de taille de marché. Ouais. Par rapport à nos capacités, la Côte d'Ivoire pouvait être surdimensionnée. On est fait sur la Côte d'Ivoire, mais de manière vraiment ponctuelle. On a fait des trucs très ciblés, mais sur le Bénin, on est allé vraiment à fond. Et sur le Burkina aussi, Mali aussi, et le Togo aussi. Donc, en fait, on a vraiment, comme on dit, Red Ocean, Blue Ocean. Donc, dans ces pays, il y a moins de concurrence. C'est ça. Versus la Côte d'Ivoire, il y a énormément de concurrence. Oui. Donc, on s'est concentré sur ces pays-là aujourd'hui pour dire, OK, on va à fond dans ces pays. On a juste redéployé la stratégie du Sénégal, les segments qui avaient marché, la manière dont on l'avait fait. Et donc, dans ces pays-là, finalement, on a repris Togo, Bénin, sont bien passés, le Burkina aussi. Et c'était 3 gros pays-là qui ont fait en fait qu'on a pu rebondir avec la Côte d'Ivoire aussi, pendant que le Sénégal était totalement en train de descendre. Est-ce que le choix de ne pas lever de l'argent quand on est une start-up, c'était un choix délibéré, vous n'avez pas le choix? Non, on n'avait pas le choix parce que au début, quand on a lancé en 2015, on a essayé de trouver des financements. Mais il faut ramener au contexte. En 2015, il n'y avait pas de VC qui était installé. Oui. Déjà en Afrique francophone, ça n'existait même pas. Oui. En Afrique anglophone, il y en avait quelques venture capital, private equity, tout ça. Ils ne s'intéressaient pas à l'Afrique francophone à l'époque. Non. En fait, même actuellement, là, ils regardent beaucoup. Mais quand tu dis Afrique francophone, pour eux, c'est 3 pays, quoi. Dans le meilleur des cas. Tu as la Côte d'Ivoire en top. Ouais. Après la Côte d'Ivoire, ils vont regarder Sénégal. Cameroun. Ouais. Mais après, pour eux, ça s'arrête là. Ouais. Mais c'est vraiment la Côte d'Ivoire, oui, ça, ils regardent aujourd'hui. Parce que la Côte d'Ivoire a dépassé le 100 milliards du PIB. Ah ouais. Donc, c'est un gros indicateur. Ouais. Donc, et la plupart de nos pays sont des pays qui sont très loin du 100 milliards de PIB. Donc, forcément, ce n'est pas intéressant. Donc, des VC, tu en avais au Nigeria, parfois. Afrique du Sud. Enfin, les Big Four, là. Exactement. Anglophone. Égypte, Nigeria, Kenya, Afrique du Sud. C'est ça. Donc, c'était ça. Donc, même quand tu discutais avec eux, Afrique francophone, tu leur dis que tu es quelque part dans un pays qu'ils ne connaissent même pas, ils entendent parler et tout. Oui, c'est l'Afrique. Ouais, donc du coup, francophone en plus dans un pays qui... Donc, franchement, et c'est justement... ce qui a fait qu'on n'a pas mis trop d'énergie, parce qu'on a vu, en fait, après peut-être 6 mois, chercher à lever, je pense dans le temps, on voulait 200 000 ou 500 000 $, quelque chose comme ça. Et donc, quand on a compris que ça n'allait pas marcher, il fallait très vite réfléchir à comment on devient positif le plus rapidement possible. Ouais. Et donc, il fallait s'organiser pour cela. Et donc, c'est dans ce sens qu'on a réfléchi. Nous, quand on avait lancé Pédounia à la base, c'était, on disait e-commerce, on disait le PayPal de l'Afrique, ainsi de suite. C'était le slogan de l'époque. Ouais. Mais, c'est les débuts, ça. Oui, bah, forcément. Le PayPal de l'Afrique. Oui. Parce que c'est parti d'une frustration du e-commerce. Donc, sûr. Tu lances et puis après... Mais je pense qu'on a été très réaliste. On a vite compris que le e-commerce, en fait, en tout cas dans le temps, ça ne marchait pas. En plus, paiement en ligne, du e-commerce, bon, là, tu perds totalement, quoi. Ouais. Et donc, heureusement, on a compris ça très vite. Mais on avait déjà une plateforme qui fonctionne, avec des bonnes connexions et certains produits aussi qui étaient fonctionnels. Donc, ce qu'on a fait, c'est de commencer par regarder d'autres segments. Et donc, on a commencé par regarder tout ce qui était services digitaux. Donc, tout ce qui peut être dans le temps, on avait nos 2-3 premiers clients qui ont vraiment fait décoller le truc. C'est tout ce qui était les visas avec notre partenaire VFS. Donc, il y avait besoin de ça. Il y avait l'industrie des paris aussi, qui avait aussi décollé. Et
ce qu'on appelle Espace Dakar, un classify, donc un site d'annonce où les gens doivent payer pour passer leur annonce. Et donc, c'était tout ce qui était services digitaux. Après, on a regardé tout ce qui était services aussi, parce que donc, tout ce qui est bien, donc e-commerce, on a vraiment délaissé, oui. On a vraiment s'est concentré sur les services et on a revu nos produits par rapport à cela, on a revu nos stratégies commerciales, organisation, produits, équipe, ainsi de suite. Et donc, c'est de là que ça a vraiment commencé par démarrer en 2017, légèrement, pour que vraiment 2018, ça puisse vraiment décoller. Et donc, depuis 2018, on était positif. Donc, ça a été quelque chose de contraint. Ouais. On ne pouvait pas lever. Donc, c'est soit on était là, continuer à dire on a besoin de financement, et ainsi de suite. Et au finish, on aurait sûrement fermé. Soit se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait pour compter sur nos propres forces, quoi. C'est pas facile de compter ses propres forces, hein. Surtout quand on est dans un environnement, tout le monde lève. Et puis, on va dire, c'est un peu tendance. Oui, celui-là, il a levé ci. Celle-là, il a levé ci. Comment on fait pour se dire, ah, mais attends, est-ce que je suis à ma place finalement? Non, c'est exactement ça. En fait, il faut comprendre que tout ça, c'est les nuits blanches. Hein? Ouais. C'est les nuits blanches. Quand tu entends qu'un nouveau concurrent vient dans déjà le marché, déjà, tu commences pas à tiquer. Mais en plus, quand tu relises que quelqu'un a levé 5 millions et qu'il est dans ton marché, il a levé 7 millions. C'est TechCrunch. Ah oui, il a levé. Tu te dis comment tu tiens. En face, toi, tu as 0 million d'euros, quoi. Donc, non, sérieusement, c'était des choses qui ont créé énormément de stress. Mais je pense que l'expérience a démontré que ce n'est pas forcément l'argent qui fait réussir. Oui. Parce que beaucoup ont fini par fermer. Beaucoup qui sont encore là n'ont pas forcément... se cherchent toujours, sont toujours pas positifs, ainsi de suite. Donc, au final, ce n'est pas le financement qui va faire la réussite. Je pense que nous... en tout cas, ce qui a fait qu'on a tenu face à ces personnes qui avaient énormément de financement, je pense que c'est on a vraiment misé sur deux choses, c'était le produit et le support. Un produit où quand tu as une transaction, tu sais que la transaction s'est bien passée, tu as une API qui est fiable, un solde qui est fiable, voilà. Donc un produit de qualité et qui répond aussi aux besoins des personnes, donc qui est adapté à leur réalité. C'est aussi important. Je dis toujours qu'il faut venir comprendre la vie de tes clients et venir t'insérer dedans. Et non venir apporter un produit pour dire, écoute, tu fonctionnais comme ça, change pour venir finalement faire comme ça. Bien sûr, quand ta solution vient, ils vont changer quelque chose, mais il ne faut pas que ce soit un truc drastique. Et donc, c'est important de comprendre le marché, le client, pour adapter ses solutions à ses réalités à lui. Donc, je pense que ça a été important. Mais l'autre point qui était très critique, c'est aussi le support. Nous, depuis le début, en fait, on ne se présentait pas comme une plateforme de paiement, ainsi de suite. Non, vraiment, on vient t'accompagner vers la transition digitale. Et ça change beaucoup de choses. Donc, quand tu vois une entreprise comme Dubai Port, donc le port de Dakar pour lequel on processe les transactions, Suno Assurance, etc. Donc, beaucoup de ces entreprises qui étaient des entreprises, on va dire, classiques, traditionnelles, donc brick and mortar, des agences physiques, ainsi de suite, quand elles décident d'aller vers le digital, elles ont souvent effectivement des accompagnements des sociétés, soit en interne, soit des agences qui les accompagnent. Mais l'un dans l'autre, le paiement reste quand même une nouvelle expérience qu'ils ont besoin de découvrir. C'est ça. Donc, on fait toujours ce travail-là. En fait, pour nous, c'est un projet. Un client, c'est un projet. Comprendre qu'est-ce qu'il veut réellement faire. C'est juste les ventes. Ils veulent optimiser plutôt le temps d'attente des clients. Donc, il faut vraiment comprendre le fond du projet, de leur objectif plutôt. Quand on a compris cela, on va mettre sur pied un plan global. Okay. Qui va prendre en compte leur plateforme. On va aller même regarder leur plateforme pour leur faire des retours, pour dire, mais tiens, on pense qu'il faut améliorer comme ça, ainsi de suite. Sur la communication en interne de leurs collaborateurs, la communication vers leurs clients. Donc, ça va être tout un groupe, un package de choses qu'on va faire et au-delà du paiement brut. Donc, ça ne va pas être juste, on est venu implémenter le support, t'accompagne, tu as intégré l'API et puis basta, c'est fini. Ouais. Non. Donc, c'est un vrai travail. D'accompagnement en transformation digitale. Exactement. Et donc, ça, le support qui est disponible aussi quand il y a un souci, même avant qu'il n'y ait un souci, même déjà, anticiper beaucoup de choses. Parce que quand aussi on vient aussi, on anticipe aussi, on forme sur beaucoup de choses. La fraude, par exemple, c'est des choses qui n'ont l'air de rien. Mais on anticipe aussi beaucoup sur cela. On anticipe sur les potentielles plaintes qu'il peut y avoir. Oui. Et donc, finalement, ça fait que le client, il se sent réellement accompagné. Oui. Parce qu'on a vécu ça. Vous savez, nos clients, malheureusement, on n'était pas les moins chers du marché. Donc, ce qui fait qu'on avait des clients qui étaient toujours avec 2 prestataires.
Souvent. Ok. D'accord? Et souvent, ce qui se passe, c'est que soit ils ont conseillé les autres, soit ils ont conseillé nous, ils ont trouvé qu'on était cher parce qu'on les talonnait avec une offre moins chère. Ouais. Et donc, ils allaient forcer à ce moment-là, mais ils revenaient toujours parce qu'ils voyaient la différence entre la qualité et le support qui était accompagné. Et ça, c'est quelque chose qui peut... j'ai compris, ça, c'est aussi une expérience que j'ai compris. Dans le business, tu as 3 leviers, soit le prix, soit le support, soit le produit. Mhm. Il faut toujours trouver un sur lequel tu es très bon, irréprochable, et un deuxième sur lequel tu vas essayer d'être bien. Ouais. Nous, le produit, on était, je vais dire, bon, Mhm. mais en réalité, le produit ne dépend pas totalement de nous. Parce que nous, on fait des paiements de Wave, Orange Money, MTN, Visa, Mastercard. Donc, on n'est pas ceux-là. Mhm. Donc, on ne peut pas détenir ou on ne peut pas vraiment assurer la qualité sur tout le bout de chaîne. Donc, du coup, ça fait qu'on est, on va dire, bon, parce qu'on essaie d'anticiper aussi beaucoup de bugs ou de problèmes que les autres peuvent avoir pour améliorer et rendre quand même l'expérience la plus smooth Fluide. possible. C'est ça. Mais l'un dans l'autre, ça reste toujours quelque chose qui ne dépend pas de nous. Mais le support, il dépend entièrement de nous. Donc, sur ce point-là, on s'arrange pour être vraiment... En fait, le irréprochable. support, c'est là où tout se joue. Oui, Quand le client n'est pas satisfait de son support, de son SAV, exactement. qu'il n'a pas de retour, il C'est s'énerve. Exactement. Donc, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des bugs. Mais quand tu es présent et que tu expliques au client, Mhm. tu l'accompagnes, Mhm. ça peut aussi changer la chose. Ouais. Et donc, je pense que ça a été les 2 leviers sur lesquels nous on a joué en face de ceux qui pouvaient faire pression sur le prix et qui a fait que malgré qu'on était donc plus cher qu'eux, pendant toutes ces années, on a toujours été dans une position de leader ou de challenger dans tous les pays où on a été présent. D'où a commencé l'histoire de Paydonia? Vous êtes 4 associés. Vous avez démarré à l'université. Comment tout ça a démarré en fait? Alors, enfin, on a tous fait la même université. Et effectivement, c'était un C'était quelle projet. université? L'ESMT à Dakar, École supérieure multinationale de télécommunications. C'est une école privée, publique? Alors, je ne sais pas si ça s'appelle, on va dire, multinationale. En fait, c'est des États. Il y a 8 États, si ma mémoire est bonne, Ah, qui se sont associés, qui ont créé cette école. ok. Donc, si tu veux, historiquement, c'est de là que venaient tous les ingénieurs d'Orange, Sonatel, enfin, dans tous nos pays, Mhm. les sociétés de télécom, c'était de là-bas qu'ils étaient formés. Ok. Un peu comme les ATIC ici en Côte d'Ivoire. Oui, tu as cela. Tu as aussi connu le CESAG, par exemple. Oui, oui, le CESAC, oui. Voilà, c'est la même chose. En fait, le CESAC, c'est du côté administration, finance, ce que le SMT est pour la technique. Ah, ok, d'accord. Donc, il y a le CESAC, il y a le SMT. Je pense que c'est les 2 écoles que je connais qui sont à Dakar et qui ont cette vocation, qui ont été créées par des États. Mhm. Et donc, qui ont alimenté pendant 40-50 ans, vraiment formé les premiers cadres de la sous-région. Ouais. Donc, on s'est connus dans cette école. Et Yuma et moi, en fait, on était dans une association estudiantine Mhm. qui C'est promouvait la le... seule femme associée de votre business? Oui, pas les 4. Oui, on est 3 garçons. 3 garçons et puis une Une femme. femme. Ah, ok, d'accord. Oui. Une leader. Et, Bonjour Yuma. et donc, on s'est connus dans cette association-là où on a travaillé en fait à aider des dames qui commercialisaient les produits locaux et qui avaient un challenge en fait Elles avaient beaucoup de clients de la diaspora sénégalaise qui commandaient chez elles, mais ils avaient un challenge de structuration, de la distribution, même de recenser les commandes, d'organiser cela en fait. Donc, nous, on avait pensé à leur mettre sur pied un site web pour que justement, c'est les gens de la diaspora, ils sont habitués à e-commerce, donc ils peuvent venir acheter dessus et donc faire leur commande. Après, les dames vont donc gérer la distribution. Et c'était sur ce problème que j'avais eu 2 challenges. Le premier, je voulais acheter le nom de domaine, mais je n'ai pas pu acheter le nom de domaine simplement parce que j'avais l'argent, mais je n'avais pas de carte bancaire. Ouais. Donc, c'était frustrant. Étudiant en Oui. plus. C'est frustrant parce que tu te dis qu'au finish, c'est pas, tu as le pouvoir financier, tu as l'argent pour acheter, mais tu n'as pas le bon moyen de paiement. Ouais. Et donc, du coup, à cause de ça, tu es exclu. Et tu n'es pas peut-être en griffe sur le bon continent à ce moment précis. On est en 2015, c'est ça? C'est ça. Ouais. Même 2013, même 2013. si on vraiment si on part de ce point-là. Mhm. Et après, donc je me suis débrouillé à trouver quelqu'un qui achetait un paiement par transfert d'argent. Donc, j'ai acheté le nom de domaine. Et maintenant, quand on a fini le site, on veut intégrer un moyen de paiement dessus. Pour nous, c'est PayPal quand je dis paiement en ligne. Alors qu'à l'époque, PayPal, on ne pouvait pas. Même maintenant, PayPal, je ne pense pas qu'il fonctionne Ouais. dans nos pays aujourd'hui. Et donc, double frustration de te dire que tu es né sur le mauvais continent, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. En griffe, hein. Sinon, on a le meilleur continent au monde, mais bon, Oui, à ce moment précis, là,
dans la technologie, tu te dis, mais attends, je suis sur le mauvais continent ou quoi? Non, et c'est frustrant parce que tu te dis, avec tout ce qu'Internet a à offrir, en fait, la tu liberté. exclus juste parce que tu n'as pas le bon moyen, le bon canal. Ouais. Donc, c'est comme ça. Et après, quelques mois après, on avait fait un module sur le mobile money. Parce que moi, je voyais MTN, mobile money, Orange Money. Parce que dans le temps, c'était un peu au début. Bon, je voyais ça, je sais que c'était un truc d'argent, mais je passais vite fait, quoi. Mais c'est pendant ce cours-là que j'ai compris le potentiel du truc. Et je me suis dit, mais aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Même ma grand-mère, en fait. Ouais. Et ce truc-là qu'on appelle mobile money, tout le monde peut le créer. Et si on faisait un truc qui permettait, pendant que moi, je vivais cette frustration, en fait, de mettre mon argent dans mon mobile money, acheter le nom de domaine, et mais dans l'autre sens également, quand quelqu'un veut acheter sur Internet, je peux aussi recevoir sur mon mobile money. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Donc, du coup, j'ai bossé dessus pendant 2013-2014. Ça a été mon thème de mémoire sur le master. Comment on dit, ta fintech a été d'abord, d'une certaine manière, ton projet de mémoire à l'université. Exactement. Ouais. Donc, dans 2014, et après, quand j'ai fini, j'en parlais dans la classe, je disais que je voulais le lancer. Honoré, lui, c'était mon ami, c'était un bon développeur, donc je lui en avais parlé. Donc, c'était le premier qui a rejoint. Après, Christian aussi a rejoint, donc il était aussi dans ma classe. Donc, quand j'en parlais aussi, il était intéressé, il s'est rapproché de moi, on a trouvé un accord, il nous a rejoint. Et Yuma aussi est venu, parce que Yuma, en fait, elle n'était pas dans la même classe. Okay. Et c'était parce qu'à un moment donné, vu qu'on avait travaillé ensemble pendant presque 2 ans, j'avais vu certaines compétences et capacités aussi d'entrepreneur aussi. Donc, je me suis dit, ça serait bien d'avoir une femme en plus dans le groupe. Ouais. Et ça permet aussi de balancer. Ouais. Et donc, je lui en ai parlé, elle aussi, elle nous a rejoint aussi. Donc, c'est comme ça, ça a commencé. Donc, 2015, on a réellement lancé. Et puis, 10 ans après, nous voilà. Avec une start-up que vous avez vendue, qui a très bien fonctionné, qui fonctionne très bien. Comment on choisit, comment on sait qu'on a bien choisi ses associés? Parce que là aussi, quand on est entrepreneur, c'est un point crucial. Ouais. On se marie à des personnes pour le meilleur ou pour le pire, mais parfois, quand on découvre le pire, on se dit, mais je ne peux pas continuer, ce n'est pas possible. Ouais, non, je pense que... moi, je pense que dans mon cas, j'ai été, je ne sais pas si je vais appeler ça chanceux, ou j'ai été très consciencieux, peut-être, je ne sais pas. Mais, non, et je suis d'accord, j'ai vu beaucoup et je pense que c'est même la première cause de décès des startups. Ouais. Problème entre... les associés. Start-up, je dis entreprise. Ça fait partie, oui. Entreprise, de manière générale. Je pense que pour moi, je pense que le plus important pour moi, en fait, c'était des personnes avec lesquelles je partage les mêmes valeurs. Oui. Et je pense que c'est ça le problème qui fait que les boîtes ne fonctionnent, enfin les problématiques entre associés. Si tu as quelqu'un que tu penses que la fin justifie les moyens, que s'il faut faire tous les coups bas possibles pour y arriver, associe-toi à quelqu'un qui pense comme ça. Ouais. Sinon, ça ne va pas marcher. Et si tu penses le contraire, tu t'associes avec d'autres personnes qui pensent comme toi. Et c'est ça la réalité. Moi, je pense que c'est les valeurs, vous ne partagez pas les mêmes valeurs qui fait qu'on en arrive là. Et moi, avec les 4, on partageait les mêmes valeurs. On avait des valeurs de transparence. On était tous focus sur le long terme. C'est pour ça que pendant toutes ces années, même si on s'est sacrifié, on ne s'est pas donné des gros salaires, on n'a pas fait on s'est mis en retrait par rapport à l'entreprise, on ne s'est pas payé de dividendes, ainsi de suite. C'est parce qu'on était tous alignés sur cela, qu'on voulait bâtir quelque chose de long terme. Et on était tous d'accord, alignés dessus, quoi. D'autres boîtes, j'ai vu justement des problèmes parce que justement, ils n'étaient pas d'accord sur on allait passer par tel chemin, on allait faire telle chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je pense que pour moi, je pense que c'est ça la première des choses qu'il faut regarder d'abord. En fait, pour moi, c'est le truc non négociable. Oui. Parce que moi, avec le recul, ce qui aurait été bien, c'est de prendre des gens complémentaires. Tu vois, quand je regarde nous, tous 4, on est tous ingénieurs de la même école. Ouais. Donc, en réalité, mais après, ce qu'il y a, c'est qu'on sait quand même partager les rôles. Moi, je suis allé faire... Yuma s'est concentré sur tout ce qui va être vente client. Moi, je suis allé sur tout ce qui va être management, marketing, vente aussi, finance, ainsi de suite. Christian avait fait un tech à un moment donné. Il est beaucoup plus sur la conformité aujourd'hui. Honoré, bon, lui n'a pas été dans l'opérationnel. Il n'était même pas depuis le début puisqu'il est au Canada. Okay. Mais il était sur la partie tech. Donc, on a quand même réparti les rôles.
bien réparti les rôles. En Oui. plus, ouais. Et je pense que ça, c'est important. Idéalement, ça aurait été bien de prendre des gens qui, justement, venaient déjà de ce secteur-là, idéalement. Mais encore une fois, comme on a cette même vision, ces mêmes valeurs, ça fait quand même qu'au final, ça a marché. Et comme on a cette capacité d'adaptation, d'apprentissage, de remise en cause, chacun, finalement, dans son domaine, a pu apprendre. J'ai appris bon, je ne veux pas dire que je suis comptable, mais aujourd'hui, je sais lire un bilan, je sais faire des choses, je sais faire du marketing, je sais vendre, et ainsi de suite. C'est des compétences que j'ai dû acquérir. Tu es monté en compétences. Vous êtes monté chacun en compétences. Exactement. Parce qu'on ne peut pas tous être en train d'écrire du code. C'est pas possible. Est-ce que tu penses que l'argent est révélateur de la vraie nature? Parce que oui, on peut avoir des valeurs qu'on montre et tout, mais une fois que l'argent arrive dans le business, dans les startups, c'est là qu'on a souvent les problèmes qui apparaissent. Est-ce que c'est révélateur aussi? Je crois que oui, parce que on dit l'argent révèle ta vraie nature, en fait. Tu pensais que tu étais humble, en fait, non? Oh, tu n'avais pas l'âge. Non, parce que c'est juste que tu étais pauvre. Tu n'étais pas humble, non. Ça, t'étais pas humble. Non, tu n'étais pas humble, c'est juste que tu n'avais pas l'argent. Et les gens disent qu'il a changé, Non, c'est qu'il n'avait pas les moyens de s'assumer. De s'assumer, c'est ça. Mais il a les moyens de s'assumer. Et donc là, on voit son vrai visage, on dit qu'il a changé. Non, je pense que c'est ça, oui. Donc l'argent te permet en réalité, met en lumière qui tu es. Exactement. Et donc c'est un peu ça. Et moi, je suis assez content de voir que bien avant la vente, comme je disais, pendant le moment où vraiment ça allait bien dans l'entreprise, on aurait pu faire comment? Oui, parce que quand l'argent rentre, il y a plein de startups, en tout cas dans différents domaines, pas uniquement les fintech. Hein. Tu vois ce flux, tu es cofondateur. Attends, tu te dis, bon, peut-être que je vais augmenter mes revenus. J'ai quand même le droit. On voit d'autres qui achètent des voitures de luxe et autres. Ouais. Comment vous gardez vraiment... C'est vrai que vous avez la même vision. Ouais. Vous êtes ingénieur. Ouais. Mais ça vous a jamais traversé la tête? Honnêtement, je pense que non. Enfin, bon, peut-être parfois tu peux t'asseoir et réfléchir. Mais je pense que... Je pense que c'est un peu quelque part aussi notre vraie nature. Parce que quand je regarde, en réalité, depuis, je l'ai dit, peut-être 2-3 ans, on s'est amélioré les salaires. Depuis 2 ans, on s'est amélioré les salaires. Donc là, on a des salaires, on peut dire... Quand tu dis améliorer les salaires, on peut avoir une idée de combien vous payez avant? Alors... Parce que tu disais, en fait, que certains de vos collaborateurs étaient mieux payés que vous. Oui. Vos employés étaient mieux payés que vous. Oui. Alors, si je donnais des idées, bon, je vais donner les nets. Au tout début, bon, déjà, il y a une phase où il y avait 0 salaire, même dans tous les cas. À un moment donné, je pense peut-être 1 an après, on est passé à 50 000. Bon, c'était juste pour payer les déplacements, le bus, ainsi de suite. 50 000, hein? Oui. Ah ouais. De 50 000 à 100 000 après. Et quand on a fini, je pense que c'est 2018 ou 2019, je ne me rappelle plus exactement quelle année, on est passé à 400 000. Quand on a commencé par avoir de l'argent, fait être rentable. Et en 2000, je pense c'était quoi? Covid, c'était 2020, c'est ça? 2020. Donc, je pense 2020 ou 2021, on a dû passer à 1,5 million. Donc, ça ne va pas dire sûrement que tu as vraiment un salaire où tu peux te permettre d'avoir un certain... un cofondateur de start-up comme un fintech. Oui. Bon, enfin, c'est même... Ailleurs, c'est un salaire moyen, quoi. C'est un salaire même d'ingénieur ou de quelque chose comme ça. Mais je veux dire, là, maintenant, tu vas payer un loyer, tu vas payer du carburant pour une voiture, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu pouvais quand même faire chose là. Donc, on a gardé ça pendant... c'est récemment, comme je dis, on a maintenant le double depuis 2 ans, maintenant, je crois, quelque chose comme ça. Donc, 3 millions, quelque chose comme ça. C'est carrément un ingénieur cadre. Oui, donc en réalité, oui, c'est ça, exactement. Et il n'y a pas d'autres avantages, voiture, loyer payé, des choses comme ça. Il n'y a pas l'électricité qu'on paye pour vous, tout ça. Non. Ah ouais, hein? Non. Pédounia, hein? Non, mais c'est l'austérité. Oui, c'est ça. Et donc, pendant tout ce temps, on a eu des gens qui ont été à 2 millions net, on a eu à 4 millions, on a même eu un qui était même à 6 millions une fois.
Il avait quel poste? Votre employé qui était payé à 6 millions. Il avait quel poste? Ah ouais? Il a été directeur produit pendant un an. Ah ouais? C'est un Kenyan. C'est que son expertise était hyper pointue. Oui. Après, avec le recul, je pense que c'est pas des choses qui ont drastiquement changé notre vie, ou enfin, le truc là. Mais oui, c'est ça. Wow. Il y a eu, parce que, enfin, pour être plus précis, il était à 10 000 euros. Donc 6,5 millions. Ouais. Bon, il est venu en mission, on peut dire ça comme ça. Hein. Oui, c'est ça. C'était pas long comme... En fait, moi, c'est des choses qu'on voit en investissement. Il est venu pendant un an, donc on investit, la personne vient, elle va travailler, former aussi des équipes, ainsi de suite. Donc, ouais, c'était un investissement. Donc, voilà. Est-ce que selon toi, en Afrique francophone, l'innovation financière avance beaucoup plus vite que la réglementation? Et comment on arrive à jongler avec ça? C'est le quotidien, ça. Wow, ça c'est... Déjà, je pense de manière globale, dans le monde, c'est comme ça. Ouais. Après, comme d'habitude, hein, les Américains sont tout le temps dans l'innovation. Ouais. Les Européens vont commencer par réglementer. Bien sûr. Après, les Américains vont réglementer. Mais en Afrique, de manière générale, après... Alors, dans le monde, de manière générale, quand l'Amérique réglemente, on commence pas à plus ou moins faire un peu de copier-coller. Donc, ça commence par les pays anglophones qui sont aussi quand même assez réactifs. Mais certains pays anglophones aussi adaptent à leur réalité. Mais l'Afrique francophone reste toujours dernier, malheureusement. Je pense qu'on ne produit pas, on n'innove pas, on ne propose pas des innovations au monde. À part le mobile money et peut-être certains... Enfin, le mobile money vient de l'anglophone, hein, ça vient du Kenya. Le monde anglophone, ouais. Les francophones. Ça vient du Kenya. Ouais. Donc, oui. C'est un peu le truc qui se passe aujourd'hui avec le monde des cryptos, qui explose depuis un moment donné. Oui. Tous les gros pays au monde ont déjà réglementé. Oui. Un pays à côté qui a réglementé, c'est le Ghana et le Nigeria. Chez nous, ce n'est pas encore le cas. On ne sait pas quand ce sera, mais il faut compter en année, je pense, à partir de maintenant encore. Donc, oui, c'est un fait. Et donc, du coup, tu te retrouves dans une situation ambivalente où tu as les réalités du marché, mais où des gens ont une activité ou pratiquent des choses qui sont à la limite de l'illégal, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Donc, qui fait forcément que ça ne permet pas d'éclore, ça ne permet pas de faire les choses bien, ça ne permet pas d'attirer les investisseurs, ainsi de suite. Bon, je ne sais pas si c'est un choix de vie ou de vision qu'on a en Afrique francophone, mais c'est un fait. C'est quelque chose qui est malheureusement là, que je pense personnellement qu'on devrait changer. Je pense qu'il faudrait... Bon, je vois aujourd'hui la Banque centrale a mis sur pied un bureau d'innovation financière depuis 2 ans ou 3 ans bientôt. Le bureau, je pense, lui, 3 ans, si ma mémoire est bonne. Mais voilà, il reste encore vraiment... En termes de célérité, il reste encore. Mais maintenant, on appelle le pays... le PSPI, la plateforme d'interopérabilité. Qu'est-ce que tu penses de ça, de l'arrivée de cette plateforme? Écoute, moi, je pense que sur comment on appelle ça, sur la vision, c'est un très bon projet. Oui. Franchement, tout le monde, aussi bien la Banque centrale, nous, les acteurs, que l'usager, c'est quelque chose qui peut révolutionner ou aurait dû révolutionner. Mais je pense que c'est la mise en œuvre qui est peut-être problématique. Je trouve qu'il aurait fallu, à mon sens, avoir une approche user experience. OK. Parce qu'aujourd'hui, pour faire concret, parce que ce que Pi permet de faire, c'est que toi, aujourd'hui, tu es chez un opérateur A, tu peux faire un virement de ça vers ta banque, vers ta microfinance, peu importe, les 8 pays de l'UEMOA, vraiment, on s'en fout de, finalement, est-ce que tu es là ou pas? C'est ça. Quand on entend ça, c'est extraordinaire et instantané. Oui, parce qu'aujourd'hui, on vit encore dans un monde où tu fais un virement bancaire qui fait 48 heures. Ouais. Même 72 heures. C'est grave, en fait. Ouais. Tu sais, moi, à chaque fois que tu vas dans des pays anglophones, le Nigeria, c'est autre chose. Le virement bancaire, là, c'est comme ça. Peu importe la banque où tu es. Tu fais là. C'est comme quand tu fais un mobile money. Au mobile money, c'est instantané. Nous, il faut attendre 48 heures. Il faut même aller en agence et écrire beaucoup de papiers. Ouais. Et c'est 48 heures ou 72 heures après que la personne reçoit. Donc, Pi était le truc qui allait tout changer. Mais moi, comme je dis, c'est la mise en œuvre qui est problématique. Parce qu'aujourd'hui, tu prends toi et dis, tu veux utiliser. Qu'est-ce qu'il faut? Je suppose que tu as un compte Orange, tu as un compte Wave, tu as un compte bancaire chez la banque, je ne sais pas, A, une banque B. Il faut que tu ailles chez chacun d'entre eux, en fait, créer un compte. C'est compliqué.
Pi, la grosse problématique, à mon humble avis, c'est dans la mise en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, pour un consommateur, pour utiliser Pi, il faut... Ça y est, c'est pas intuitif. C'est pas fluide. Voilà, c'est pas fluide. Il faut... quand tu vas dans l'application de ton institution financière, il faut trouver d'abord le bouton de Pi. Ouais. Quand tu l'as trouvé, après, il faut toi-même créer un compte. Un Donc, alias. si tu as 4 institutions financières, il faut créer 4 alias. Celui à qui tu dois envoyer doit aussi créer son alias, te le communiquer, et c'est en ce moment que tu peux faire la transaction. Et ce qu'on ne sait pas pour le grand public, c'est que les institutions financières sont obligées en fait, d'avoir des comptes qu'elles doivent préfinancer. Ça veut dire qu'en plus de leur compte bancaire, elles doivent ouvrir un autre compte bancaire pour Pi. Voilà, ah ouais. Et préfinancer. Donc, ce qui fait que toi-même, en supposant que tu as créé ton alias, la personne a créé son alias, si jamais tu viens faire l'opération et que ton institution financière n'a pas assez de fonds, l'opération ne va pas passer. Waouh. Donc, je pense que tout ça fait que l'expérience des utilisateurs n'est pas très truc. Et ce truc aussi de préfinancement fait aussi que on peut se retrouver avec des opérations qui vont échouer si l'institution financière n'a pas assez de ressources. Ça aurait été plus simple peut-être d'organiser un truc comme ça se fait pour une chambre de compensation. Les transactions sont faites, le netting est fait, après le règlement est fait. Ça aurait été plus simple, je crois, sur ce point et aussi sur l'expérience client, que ce soit directement incorporé dans chaque parcours déjà de l'institution financière. Ça dit, là où je vais traditionnellement dans mon mobile money pour faire mon transfert, je vais là-bas et je mets juste le numéro de téléphone de la personne, son opérateur, et puis ça passe. En fait, le but, c'était, en tout cas, si c'était aussi bien pensé, c'était de faire de telle sorte que quand moi, Edith, je veux faire un transfert mobile money à quelqu'un qui est à Dakar ou qui est à Cotonou, je prends juste son numéro de téléphone, je fais juste le transfert à son numéro de téléphone et c'est fini. Ce n'est pas à moi, le client, le consommateur, de réfléchir à toutes les étapes du processus. Parce que quand c'est comme ça, je me décourage facilement. Exactement. Alors que à la base, c'était pour simplifier l'interopérabilité pour les clients. C'est ça. Et je pense que à mon humble avis, c'est le gros souci actuellement. Ouais. J'espère qu'il y aura peut-être une version 2 qui va prendre en compte tous ces retours. J'espère qu'ils nous suivent, hein. En tout cas, qu'ils vont suivre ce passage et que peut-être ils vont faire les améliorations nécessaires parce que la fluidité, c'est tellement important pour un client. Lui éviter des frictions. Mais oui, je veux caricaturer en disant que historiquement, on connaissait les opérateurs de mobile money. Il y a un nouveau qui est venu. Oui. Comme il ne t'a pas payé, je ne vais pas faire la publicité de son nom. Non, pas de problème. Et qui est venu, Wave. Wave. Qui a révolutionné l'expérience utilisateur. Totalement. Et donc, je pense aussi au niveau de Pi, on arrive à vraiment simplifier le parcours. Oui. Ça va être un carton. En tout cas, ça va être un carton. Parce il y aura une adoption massive. Mais oui, mes virements qui font 48 heures, moi, honnêtement, ça m'énerve. Honnêtement. Surtout en 2026, dans le monde francophone, alors que dans le monde anglophone, c'est instantané. Bon, on espère que les choses vont s'améliorer. Ouais. Alors aujourd'hui, il y a tout ce parcours, ce track record que tu as accumulé, toi, tes associés, en tant que, aujourd'hui, mentor aussi. On peut dire que tu es un mentor. Tu accompagnes aussi d'autres entrepreneurs qui ont besoin de conseils sur une plateforme comme Entourage, où on peut te trouver. Oui. Vous pouvez booker donc, des sessions d'échange avec Aziz Yerima si vous avez besoin d'orientation. Vous vous lancez dans l'entrepreneuriat ou vous êtes dans une carrière professionnelle, vous avez besoin de boost. Vous pouvez aller sur la plateforme Entourage pour échanger avec lui. Comment était le petit Aziz Yerima? Cet Aziz Yerima qui aujourd'hui évolue dans la fintech, a vendu sa start-up. Comment il était quand il était tout petit? Dans les rues de Dakar? Non, les rues de Cotonou. Il était... pour ce que je me rappelle de lui, je pense que c'était quelqu'un de studieux. Ça, oui, je crois. Beaucoup studieux, toujours parmi... oui, studieux, entre premier et deuxième de la classe, souvent. Dans tout un parcours scolaire. Hein. De mémoire. Okay. Quelques rares fois troisième. Ah ouais? Mais je me définis pas forcément par ça. Je pense pas. C'est pas une fin en soi. Pas une fin en soi. Je pense que moi, surtout, j'étais très curieux. Ok. Je pense que, en fait, premier, deuxième, je pense que c'est juste la conséquence de ma curiosité. Moi, tu vois, quand on disait Pythagore, Thalès, moi, je disais, c'est qui? Pourquoi il a créé ce théorème? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Donc, moi, j'étais pas que dans
l'accumulation de connaissances pour avoir les notes ou avoir le diplôme, mais comprendre en fait quelle est la valeur ajoutée de cette chose. Donc, j'étais très curieux. J'étudiais beaucoup, je travaillais beaucoup. Tu étais, en termes de caractère, tu étais réservé, tu étais timide, tu étais agité. Alors, je dirais agité. Agité? Oui. Ah ouais? Oui, parce que... On dirait pas? Oui. Ouais, je veux dire agité parce que tu vois, dans la classe, j'étais tout le temps... quand il y avait un truc de groupe, je voulais parler, je voulais faire ceci, je voulais beaucoup d'énergie, faire plein de choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais oui, je levais beaucoup la main dans la classe pour donner les réponses quand je les avais. Donc oui, j'étais quand même... Parce que je me rappelle aussi que parfois j'irritais aussi les enseignants parfois qui trouvaient que je... Tu posais trop de questions. Oui, je trop... Donc oui. Mais ça, c'était à l'école. Après, à la maison, c'était plutôt timide. Ok. Réservé, tu vois, je peux être dans le quartier, peut-être... Je sors très casanier. Très casanier. Les seules fois où je peut-être le show, c'est quand il y a les journées culturelles du collège, quand tu allais essentiellement. Sinon, ouais, études, maison. Bon, j'aimais beaucoup le sport, je faisais beaucoup de sport, surtout le foot. J'ai toujours été sportif. C'est ça après, ouais, essentiellement. Tu étais dans une famille de combien de personnes? On est trois frères. Je suis l'aîné. Ah, 3 frères? Oui. Ok. Ouais. Tu es l'aîné. Oui. Responsabilité, hein? Comment on vit sa vie d'aîné? Comment on porte ce poids de l'aîné avec 2 autres qui sont derrière nous? Bah, écoute, moi, je dirais que moi, dans mon cas, je ne peux pas dire que j'ai vraiment senti ça parce qu'il faut dire que, classe moyenne, j'ai pas... Tu vois, c'est ce truc de on dit que tu soutiens une famille. Oui, on compte sur toi. Oui, voilà, j'ai pas forcément senti cela. Mon père, il était cadre à la SECNA. Donc, il avait même été justement en poste à Dakar, même pendant tout le temps. La SECNA, tu rappelles pour... Alors, la SECNA, c'est l'agence qui gère les aéroports dans toute l'Afrique francophone. Donc, je pense que c'est 14 pays, Afrique francophone. Donc, le siège est là à Dakar, donc que ce soit Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, etc. C'est la SECNA qui gère, en fait. Donc, tous les aéroports que vous voyez dans tous ces pays, l'État construit les infrastructures, mais c'est la SECNA qui gère, en fait. Donc lui, là, il était à Cotonou. Après, il était allé à Bissau. Il a aussi fait Dakar. Ouais, essentiellement, c'est ça sa carrière. Après, il a voyagé dans plusieurs pays pour faire des formations. Donc, oui, j'ai pas forcément eu cette problématique de... On n'était pas une famille aisée, mais je dis, je n'ai jamais dormi, par exemple, me demandant est-ce que je vais manger aujourd'hui, par exemple. J'ai jamais eu cette problématique-là. J'ai pas grandi à une cuillère en or ou bien tu avais tous les jeux vidéo que tu voulais, tu avais tout, la dernière paire de baskets. Moi, j'ai même jamais eu tout ce confort, si je peux appeler ça, ou ce luxe-là. Une famille modeste. Oui, voilà, modeste, vraiment. On a aussi été élevé dans cela, dans la modestie. Connaître la valeur de l'argent, respecter l'aîné, des bonnes valeurs africaines, comme je trouve. Donc, je pense que c'est quelque chose qui me suit jusqu'à présent. Je reste moi-même, peu importe ce qui peut m'arriver dans la vie, bien ou mal, je reste égal à moi et ouais, c'est essentiellement ça. Qu'est-ce que tes parents pensent de toi aujourd'hui, de ton succès en tant qu'entrepreneur, de ton parcours? Ils ont vu peut-être tes difficultés et tout. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça aujourd'hui, de toi? Ben, ils sont fiers. Ils sont fiers. Après, il faut dire que nous, on n'est pas une famille super expressive. Ok. Tu vois, un peu vieux jeu. Je me permets, hein, tu es béninois. Je pense que les Béninois ne sont pas très expressifs aussi. Oui, on est assez réservé. Sentiments, oui. Démonstration affective. Ouais, on est assez réservé. Donc oui, fier, on l'a dit peut-être 1-2 fois. Il n'y a pas forcément d'expression ou de truc. Ah, mon fils, viens. Oh non, non. Non. Maman aussi, mon fils. Non. Ah ouais. C'est vrai que les Béninois, ouais. Non. C'était une éducation un peu, j'ai envie de dire, un peu à l'ancienne même, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Ouais.
Donc, c'est ça, tu vois, les moments vraiment en famille, à part les repas, c'est peut-être quand... je me rappelle ce truc-là qui me faisait toujours plaisir. Chaque année, quand on allait en vacances, qu'on prenait la voiture, tout le monde était dedans, qu'on faisait un long trajet. Ouais. Ouais, ça, c'était mon... Et vous discutiez dans la voiture? Oui, bon, comme d'habitude, on raconte des bêtises. Ouais. Non, mais oui, globalement, quand même, je pense que j'ai eu une bonne enfance. Pas, comment dit-on, comme je dirais, avec beaucoup d'artifices, mais très saine. Une mère présente, père aussi présent, pas de, comment je vais appeler ça, c'était des modèles. Oui. Il n'y a pas eu des scènes, de trucs où tu regardes, tu te dis, ah, ceci et cela. Bon, enfin, naturellement, c'est deux êtres humains. Oui, bien sûr, oui. Il y a parfois des frictions, mais globalement, ouais. C'était une ambiance saine. Oui, très saine. Très saine. Et ta mère, elle évoluait dans quel domaine? Non, moi, ma mère, elle est ménagère. Ah, ok, d'accord. Quand on était plus petit, elle était institutrice. Mais je pense qu'elle a arrêté après que j'ai fait la maternelle, hein, je crois. Pour s'occuper de vous? Tu vois, c'est justement, c'est ce que je veux dire. On s'est jamais assis pour parler de ça. Ouais. Donc, je ne pourrais pas te dire. Mais maintenant que tu poses, je pourrais lui demander. On va poser la question à la maman. Est-ce que tu penses que toi, en tant que Béninois, tu reproduirais la même chose, peut-être cette absence de démonstration affective à tes futurs enfants? Alors, maintenant, je suis un peu bénino-sénégalais. Ah, bénino-sénégalais. Ouais. Tu as la nationalité aussi sénégalaise? Bon, j'attends. Donnez-la moi. Mais tu es dans la sénégalaise également. J'ai fait 13 ans au Sénégal. Oui, quand même. Donc, forcément... C'est pour ça qu'en fait, Aziz, je le prenais pour un Sénégalais. Ouais. Même tout à l'heure, je dis encore Dakar, je le prenais pour un Sénégalais. Tu as le teint, j'ai le teint, tu as l'attitude, le nom, oui. Tu as parfois l'apparence même. Hein. Oui. Donc, je ne voyais pas le côté béninois en fait. Non, je me fonds très bien au Sénégal. C'est juste le Wolof que je dois bien améliorer. C'est ça. Et quand je parle... Totalement sénégalais. Non, tu as les gens qui pensent que je suis sénégalais. Oui, mais moi je pensais que tu étais sénégalais en fait. Franchement, mais c'est ça l'Afrique aussi. On peut aller partout et puis se sentir chez soi. C'est ça. Donc, est-ce que tu penses que tu seras démonstratif affectivement pour tes futurs enfants? Oui, forcément. Forcément. Je pense que je prends les bonnes choses que j'ai eues et reproduire. Mais oui, je pense que oui, sur le côté démonstration, c'est important. Ouais. Mais surtout établir le dialogue. Discuter, s'asseoir avec les enfants, parler de tout et de rien, créer le contact. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'aujourd'hui, que c'est quelque chose qui manque. Tu sens que parfois, et tu le sens en fait, tu sens que parfois, à des moments donnés, parfois les parents, parfois toi, vous avez envie de... Oui, c'est ça. Mais tu dire je t'aime simplement, je t'aime. On nous a jamais dit je t'aime. Non, oui, tu vois, moi, c'est bizarre dans ma tête de me dire... Papa, je t'aime. Tu vois? C'est très bizarre. Mais oui. Bizarre. Moi, je veux dire, c'est en vieillissant que j'ai commencé à le dire. On ne m'a jamais dit ça. Tu vois? C'est même pas le type de famille. Et donc, la première fois, c'est pas évident. Si c'est pas naturel. C'est bizarre. Tu te forces pour que ça sorte de ta bouche, tu vois? Parce que tu te dis, bon, c'est jamais... faut le dire, quoi, tu vois. Mais c'est pas naturel, c'était pas facile de le dire. Ah, papa, je t'aime. Si. Maman, je t'aime. Mais tu sais, pour la défense des Africains, moi, je pense qu'en réalité, c'est juste que comment je vais appeler ça? Je sais pas si je vais appeler ça, notre expression est différente de celle occidentale. Parce que quoi, en fait, le je t'aime, l'Africain le dira pas, il va le démontrer. Parce qu'en réalité, quand on te met sous un toit, qu'on te donne à manger, qu'on te soigne, qu'on t'envoie à l'école, en réalité, c'est je t'aime. C'est juste qu'on ne le crie pas. Tu sais, il y a, je sais pas si c'était dit Rabatoulaye, un comédien ivoirien, je pense que c'est lui. J'ai beaucoup aimé parce que dans sa blague, il disait que les Blancs le voient, ils se suivent. Moi, je t'aime, un enfant. Que Africain, papa est là-bas, maman est là-bas, 10 enfants. Que c'est ça l'amour. C'est ça l'amour, c'est la démonstration. Donc, c'est l'épreuve d'amour. C'est ça en fait. Donc je pense que c'est juste l'expression qui est différente. On parle de romantisme. Et je pense que l'Africain est romantique parce que quand tu ramènes encore une fois peut-être on n'a pas été évolutif, mais je veux dire quand tu prends avant
c'est le basique, quoi. Ouais. Quand tu prends une femme, tu la mets sous un toit, tu lui donnes à manger. Les beaux-parents, tu leur envoies de la nourriture de temps en temps. Parce que faut ramener au primitif, quoi. Ouais. L'homme devait aller à la chasse, ramener la C'est nourriture. ça. Donc, c'était montrer l'amour en réalité. Ouais. C'est juste que ce n'était pas expressif, enfin verbal. L'expression n'était pas verbale, elle était d'une autre manière. Ouais. Donc, je pense que c'est pas... moi, je ne blâme pas. Je cherche à comprendre, je comprends. Et je pense que c'est effectivement cela. Maintenant, et je le dis toujours, en réalité, nous aussi, on a cette discussion parce que nous, on a grandi en regardant la télé. C'est ça, exactement. On a vu autre chose. On a été influencés aussi. Sinon, on aurait reproduit la même chose, qui en réalité n'est pas mauvais en soi. Ouais. Parce qu'encore une fois, quand quelqu'un, depuis que tu es enfant, ta maman, pendant que tout le temps, elle passait des nuits blanches, elle t'a élevé, tu le vomissais dessus, etc., etc. Elle a fait cela, le père sortait, ramenait l'argent à la maison, etc. C'est ne pas dire, c'est le démontrer. Ouais. C'est vrai que vu sous cet angle, on comprend beaucoup de choses, en fait. Ouais. Donc, comme on dit, il n'y a pas... comment on dit, il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Exactement. Voilà. Et les preuves d'amour, ça compte beaucoup plus aussi. Exactement. Parce qu'on peut beau parler, mais si on ne le montre pas... C'est ça la réalité. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un, justement, même je ne juge pas quelqu'un par rapport à ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait que je regarde. Donc, moi, tu auras beau beaucoup parler, ceci, cela. Moi, à la fin, je vais regarder qu'est-ce que tu poses comme acte. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important. Donc, je pense, moi, en tout cas, j'ai jamais vu ce côté où parce que je vois beaucoup qu'on en parle, on dit les Africains sont pas romantiques ou bien que non, on n'est pas expressif, c'est juste que c'est différent. Mais c'est là et ça existe. Ouais. C'est là et ça existe. Donc, moi, je pense pas que ce soit mauvais. Moi, je pense qu'il faut garder ce côté-là. Effectivement, rajouter peut-être ce qu'on a vu ailleurs, parce que, encore une fois, tout ce que moi je vois sur la culture occidentale n'est pas à prendre. Bien sûr. Ça, c'est mon avis. Bien sûr, totalement. Ouais. Donc, prendre en gardant ces valeurs africaines et évoluer dans ce nouveau monde qui est là. Donc, oui, je pense que oui, je pense qu'un truc qui est important pour moi, c'est la communication verbale. Parce que, comme elle dit, elle existait chez nous, mais jusqu'elle n'était pas très verbale. Donc, je pense que c'est un point qui est important à elle, les enfants. Et même déjà avec ton épouse et les enfants aussi. Et l'autre chose aussi que je crois aussi, c'est aussi parce qu'on a eu l'éducation, j'ai envie de dire, sur les valeurs, mais on n'a pas eu d'éducation financière, par exemple. Surtout, ouais, on n'a pas eu d'éducation financière. Un gros manque. Ou parfois même, c'était même l'opposé de l'éducation financière. On te dit, par exemple, l'argent, c'est pas bon. C'est tabou. C'est tabou. On ne peut pas parler d'argent. On ne fait pas de prêts, oui. etc., etc., etc. Bah, encore une fois, faut remonter à l'histoire. Ça répondait à leur réalité, à des pratiques sociales qui étaient du temps. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on a des comptes bancaires, où on est dans un monde de consommation. Bien. Avant, tu devais aller au champ récolter, ramener, préparer. Aujourd'hui, tu peux, avec une application, commander à manger. Instantanément. Donc les habitudes de consommation ont changé, donc on va s'adapter. Mais ce que faisaient nos parents n'était pas mauvais, c'était adapté à leur réalité. Comme les réalités ont évolué, donc on va juste faire évoluer les choses, c'est tout. Et dans ta vie sentimentale, parce qu'on parle de romantisme, on parle de démonstration d'amour, ton équilibre, tu le trouves seul en ce moment ou mais tu es en couple? Alors, actuellement, je suis en cours de... Tu réfléchis beaucoup, ouais. Non, mais en fait, non, mais sérieusement, je suis dans cette phase. Parce que comme je disais, pendant ces 10 dernières années, je me suis vraiment concentré sur Pédunia. 2026 aussi, mon objectif, c'est... j'espère ne pas finir l'année célibat. Le message est lancé. Mais c'est ma top priorité actuellement. Ouais. C'est ma top priorité parce que je crois... j'ai toujours cette blague où je dis que je veux... Moi, j'adore le sport. Donc, j'ai toujours cette blague où je dis que je veux faire un vrai niveau de sport avec mes enfants. Ouais. Il ne faut pas que je sois trop vieux. Ouais. Là, j'ai fêté 35 ans récemment. Donc... Ouais, ça va, t'es jeune. Ouais, mais tu vois que quand il aura 15 ans et que j'aurai 50 piges, il va me tacler au foot, là, c'est pas... je le sentis passer, quoi. T'inquiète pas, tu auras toujours la même énergie. Ouais, j'espère. Ouais. Donc, le message, il est lancé. Comme tu as beaucoup plus de temps, tu as vendu ta start-up, tu es un peu plus free dans la tête parce qu'avant, c'était pas possible. C'était que le business, que la start-up et tout. Là, tu as un peu plus de temps pour cet équilibre. C'est ça. Maintenant. Et je vais revenir rapidement sur le point
j'aimerais bien aborder avant la fin, la santé mentale. Mhm. Comment on sait qu'on fait un burn-out? Parce que tu en as fait, et même plusieurs, comme tu dis. Mhm. Ouais. Eh ben, il y a burn-out, il y a dépression. C'est quoi la différence? Alors, burn-out, enfin, je parle pour moi. Hein. Burn-out, moi, je sentais ça quand je voyais que je n'arrivais plus à réfléchir. Tu sens que le cerveau est saturé. Ouais. Et tu es permanemment fatigué. Enfin, petite réflexion, tu es fatigué, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, c'est que le cerveau est saturé. Il faut lâcher du lest. Moi, dans le temps, je prenais 1 semaine ou 2 semaines de repos, histoire de libérer un peu d'espace dans la tête, de réinitialiser un peu. Donc, le burn-out, souvent avec du repos, ça peut aller. Mais vraiment un vrai repos. C'est pas repos où tu es encore en train de répondre. Parce que tu fais télétravail, voilà. C'est ça le thème que je cherchais. Ouais. Faut un vrai repos. Quand c'est le burn-out, un vrai, tu te déconnectes. Et moi, j'aimais beaucoup, je sortais de Dakar. Ok. Bon, moi, j'adore la nature déjà. Donc, je sortis de Dakar, aller dans un village, rester, c'est très, franchement... Et puis moi, je pense que de nature, je suis quelqu'un, j'adore même... Je ne suis pas très citadin. Ok. J'aime bien quand il y a la nature autour de moi. J'adore. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est ça. Dépression, par contre, j'ai compris que c'était différent de ce que j'avais l'habitude d'avoir quand j'étais là et que... En fait, au-delà de la saturation mentale, c'est que, je ne sais pas comment expliquer, tu es vide. Lassitude, tu es lasse. Tu es vide. Tu es vide, ouais. Tu ressens rien. En fait, tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'adore manger, par exemple. Mais pendant cette période-là, même quand je vois les plats que j'adore, en fait, je mangeais juste parce que je sais que si je ne mange pas, je vais mourir. Ouais. Donc, je mangeais le minimum parce que le corps doit continuer à fonctionner. Mais j'avais envie de rien. Le sport, j'en avais pas envie alors que j'adore le sport. La nourriture, même chose. Même comme il dit, quand je sors aller dans la nature, je suis là. En fait, je ne sais pas comment expliquer ça. Tu es vide. Plus rien ne te fait plaisir. Tu n'as envie de rien. Et si tu ne sais pas faire, tu commences à avoir des idées noires. Oui. On est très sarcastique aussi pendant cette période. Ouais. Si on nous approche, on peut dire des trucs blessants à nos proches. Oui, ça part vite. Très vite. Ouais. Très vite. Ça part très vite. Donc, c'est une phase où, en fait, tu sens... Tu vois tout en noir. C'est ça, en fait. Plus rien n'a de goût. En fait, tu es juste là. Ouais. Comme un légume. Même si on te gifle, tu encaisses. Ouais. Tu es juste là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a et tout. Et ça, c'est comme ça. Et moi, quand j'ai traversé ça, j'ai fait plus de 3 semaines dedans. Mais moi, je remercie le ciel parce que je pense que c'était une dépression consciente, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que bon, je n'ai pas eu d'idée noire d'aller faire des choses là. Mais comme je dis, j'étais conscient que ça, c'est différent de ce que j'ai d'habitude. Donc, je me suis levé, j'ai commencé par chercher de l'aide moi-même. Donc, j'ai contacté un psychologue. Ok, ça, c'est une bonne démarche. J'en ai parlé à Julien qui était mon mentor, qui m'a recommandé de prendre un coach en gestion du stress qui m'a beaucoup changé la vie. On avait fait des séances. Finalement, j'ai fait une séance avec le psychologue, mais c'est plus avec le coach de gestion de stress que j'ai vraiment fait chose là. Mais l'un dans l'autre, en fait, il a fait un travail dans le mental, quoi. Parce qu'au final, tu te rends compte que c'est ça. Donc, il faut faire un vrai repos, vrai repos. Et surtout, trouver quelqu'un qui t'accompagne. Idéalement, un professionnel. Surtout. Parce que parler avec des gens seulement ne va pas faire évoluer les choses. Moi, le process, c'était un coach de gestion, mais un vrai, quoi. Parce que bon, les gens sont se déclarent coach. Ouais. Donc, ils ne sont pas bien formés pour ça. Ouais. Il y a des formations. Les coachs et les coachs. Donc, il faut vraiment un vrai coach ou un psychologue. Ça dépend de... Moi, dans mon cas, c'était un coach qui était adapté parce que c'est l'accumulation de gestion de stress pendant trop de choses qui ont amené ça. Donc, on a fait la séance de travail, une première séance où il devait comprendre qu'est-ce qu'il y avait. Julien aussi était là, un point de vue extérieur, il m'a écouté. Après, on a fait une sorte de planning et on a travaillé dessus et ça a changé ma vie, je veux dire. Ouais. Parce qu'au finish, tu te rends compte que beaucoup de choses se passent dans la tête. Bon, tu le savais, mais encore plus à ce moment-là. Et il y a ce truc-là où on dit connais-toi toi-même. Oui. Ça te change la vie. Oui. Tu vois, il y a un truc simple qu'on a fait, l'énéagramme, qui te permet de voir
quoi ton profil. Et donc, si tu veux sur Terre, on est 9 profils. Okay. Le simple fait de ça que tu es tel profil et que tel profil, voilà le caractéristique, voilà le problème, voilà, et que tu te retrouves dedans, rien que ça, même déjà, ça te permet de dire, ah, mais tiens, ok. Et après, on te dit, en fait, que quand tu es comme ça, il faut éviter ça, il faut faire ça, il faut ceci, il faut cela. Donc, ces petits trucs-là, même déjà, te changent la vie déjà. Parce que c'est comme si tu étais ignorant de toi-même ou de tes propres problèmes. C'est ça. Tu ne te connaissais pas vraiment. Voilà. Donc, rien que ça, déjà, ça te change la vie. Ouais. Avant même, au-delà de toutes les autres séances qu'on a eu à faire. Donc, je pense que c'est... Oui, c'est ça. Et c'est... dommage, tu vois, c'est drôle parce que, tu vois, moi, c'est des choses, tu te dis, moi, je dis, c'est des maladies de blanc, ces trucs-là. C'est ça. On avait ces préjugés-là. Ouais. On avait ces préjugés. Non, c'est raison parce que... Et en fait, le truc, parce que statistiquement parlant, c'est souvent les blancs qui ont ça, parce que, en fait, la dépression, c'est un problème de solitude. Oui. Et donc, en Afrique, on n'est pas solitaire. Oui. Dans la maison, tu as toute ta famille. Quand tu es là, ton ami vient même te parler de toi, de tes problèmes. Et quand tu as un problème, il vient régler tes problèmes à ta place, ainsi. Donc, ça fait que, naturellement, en Afrique, on n'a pas souvent ce genre de problème. Mais, quand tu vas regarder, et comme il dit, nos habitudes de consommation ont changé, avant chaque jour, les gens vont s'asseoir là-bas par l'arbre, bavarder avec leurs collègues. Ils n'avaient pas tous les écrans qu'on a. Ils n'avaient pas le niveau de stress qu'on a. Ouais. Donc, ça faisait que les Africains, en tout cas... Parce qu'on vit en communauté. C'est ça, en fait. 99,99% des Africains n'allaient pas vivre ces problèmes. Ouais. Mais aujourd'hui, tu regardes tout le flot d'informations que tu as. Scroller. Comme il dit, on ne va plus sous là-bas par l'arbre. On vit maintenant même dans des appartements. Ce n'est même plus des maisons, des appartements. Chacun a sa chambre. Donc, tu commences à être solitaire. Donc, tous ces changements-là ont amené forcément que ces problèmes qui n'existaient pas, qu'on ne connaissait pas dans nos sociétés, vont apparaître obligatoirement. À cela, tu rajoutes, moi, mon cas, où c'était plus dans la sphère professionnelle, où l'entrepreneur, au finish, même si tu as une entreprise de 100 employés, tu es seul. Tu es seul. Non, l'entrepreneur est toujours seul. Donc, tout ça cumulé, forcément, fait qu'on aura de plus en plus de maladies qu'on caricaturait comme étant des maladies de blanc dans nos sociétés africaines. Il faudra s'adapter très rapidement. Oui, forcément. Et trouver des solutions aussi. Forcément. Si tu avais... si tu devais corriger quelque chose dans l'aventure que tu as vécue avec Pedounia, est-ce qu'il y a quelque chose que tu reprendrais, tu ferais différemment? Ma gestion du stress. Ouais. C'est trouver un équilibre. Parce que pendant ces 10 ans, je me suis oublié. J'ai une mauvaise hygiène de vie. Tu ne dormais pas beaucoup? Oui, je ne dormais pas beaucoup. J'avais beaucoup d'insomnie, de stress. J'ai fait plein de maladies, des reflux gastriques, plein d'ulcères. Ah oui. En fait, toutes les maladies, tout ce qui peut être lié au stress. Parce que tu te rends compte que le stress, en réalité, c'est lui te déclenche des maladies. Tu as les reflux, tu as les ulcères, tu as même parfois les rhinites, tu as plein de maladies, de l'hypertension même parfois. Tu as plein de choses qui vont émerger du stress. Et quand je dis que j'ai une mauvaise hygiène de vie, c'est que je ne trouverai pas l'équilibre. Je travaille peut-être de 7h jusqu'à 22h tous les jours. Le week-end, je vais aussi travailler. Or, nous, dans notre métier, tu as un métier où, dans les fintech, en fait, tu peux être là et en une minute ou en 10 minutes, vous pouvez perdre 100 millions de francs CFA. Wow. Et il faut retrouver. Et soit tu vas dire à tes clients, j'ai perdu tes 100 millions. J'ai perdu mon argent. Tu vas lui dire que tu as perdu 100 millions. Problème. Donc, ce qui fait que tu es en stress permanent. Il faut que tout se passe bien. Il faut que la plateforme n'ait pas de bug. Il ne faut pas que tu te fasses hacker. Il ne faut pas que même un partenaire, parce que ça, on a vécu. C'était même ça, même les plus grosses sources de stress. Des partenaires ont des problèmes chez eux. Donc, ils vous envoient, les API vous envoient des fausses réponses. Vous confirmez des paiements. Et après, dans le relevé, vous vous rendez compte qu'ils ont dit telle chose. Et après, non, en fait... Et c'est un rapport de force. Toi, tu es la petite start-up, ils sont le gros temps. Et donc, toi, tu dois te débrouiller pour combler 10 millions, 20 millions, alors que peut-être en 2 mois, c'est ce que tu as gagné, ou c'est peut-être l'équivalent de ce que tu vas gagner pendant 2-3 mois. Donc, tu es dans un stress permanent déjà de gérer ça. Tu es dans un stress de tes clients qui vont aller chez les concurrents. Oui. Tu es dans un stress de l'administration fiscale qui va débarquer. Surtout. Tu es dans un stress de la banque centrale. Donc,
c'est stress de partout. Et donc, finalement, tu es là et je me suis rendu compte, et c'est ce que je dis, tu sais, le corps t'envoie des signaux et que tu ne l'écoutes pas, ça ne fait qu'en s'empirer. J'ai commencé par développer certains tics. J'étais là, parfois, j'ai des yeux qui peuvent bloquer comme ça. Oui, non, sérieusement. Waouh. Parce que le niveau de stress est monté à un niveau donné que le cerveau, même, j'ai l'impression que c'est le corps qui te bloque pour que ça redescende. Oui, ça. Pour que ça redescende un peu. Tu en surchauffe, donc oui. il s'arrête. Oui. Parfois, c'est comme s'il déconnectait le cerveau. Le cerveau est trop chaud, prend une semaine pour, ainsi de suite. Donc, le corps essaie de trouver des trucs qui t'envoient des signaux. Moi, je n'écoutais pas ces signaux. Je continuais. Au mieux, je me reposais une journée, 2 journées. Je revenais encore à la charge. Et donc, j'ai encaissé. J'ai traîné tellement de maladies qu'aujourd'hui, certains sont irréversibles, quoi. Oui. Donc, s'il y a quelque chose que j'allais changer... L'hypertension? Moi, je souffre d'hypertension, de stress, et de l'ulcère aussi. Donc, c'est ça, traitement à vie. Donc, si je devais changer quelque chose, c'est mon rapport au stress. C'est définitivement le premier truc que j'aurais changé. En tout cas, merci à toi. C'était un moment très instructif. Je me suis reconnue dans certaines étapes de ton parcours. On va dire aussi surtout la gestion de stress. Ouais. Mais le fait aussi de voir que tu as eu une très bonne alchimie avec tes associés. Parce que ça compte énormément pour réussir dans un business, dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai été aussi très impressionnée. Je suis très impressionnée par ta résilience. Et surtout à toi et tes associés, vos valeurs, votre vision. Vous saviez où vous vouliez aller. Vous ne vous êtes pas laissé dépasser par le succès, par l'argent qui commençait à rentrer. Vous avez bossé, en fait. Vous êtes mis en retrait pour bosser. C'est pas facile. Surtout quand on est jeune. Quand on est jeune, on est face à des responsabilités et tout. Franchement, respect. Bravo pour Pedunia et puis pour toutes les autres activités que tu es en train de lancer. Tu es dans la nouvelle étape de ta vie. En tout cas, je suis très contente de voir que tu t'épanouis dans cette nouvelle étape. En tout cas, ça te sourit bien. Et je sais que tu as une inspiration pour beaucoup de jeunes. Si tu as un dernier mot à leur dire, toutes ces personnes qui sont peut-être à la croisée des chemins dans leur parcours, que ce soit des salariés dans leur carrière professionnelle ou bien des entrepreneurs qui se disent « Ah, je suis fatigué. C'est trop compliqué d'entreprendre en Afrique francophone. Est-ce que ça vaut le prix? Est-ce que ça vaut tous ces sacrifices que je suis en train de faire? » Qu'est-ce que tu leur dirais pour terminer? Ouais, un truc que j'ai toujours utilisé, que Mandela disait, c'est soit tu gagnes, soit tu apprends. Oui. Et l'apprentissage n'a pas de prix, en fait. L'apprentissage n'a pas de prix. Comme je dis, pendant Pedunia, il y a des formations qui nous ont coûté même littéralement 50 millions de francs CFA. Ah ouais. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est que la connaissance n'a pas de prix. Ouais. La connaissance, c'est le pouvoir en réalité. Aujourd'hui, avec le recul, avec ces 10 ans d'expérience, si je lance une nouvelle entreprise, j'ai plus de chances de réussir parce que j'ai ces connaissances que j'ai accumulées. Donc, on ne peut pas marchander la connaissance ou le savoir. C'est non négociable pour moi. Et pour connaître, ce n'est pas s'asseoir et écouter des gens ou lire des livres parce que là, tu es en mode passif, il faut être actif. C'est comme le vélo ou marcher. Il faut que tu tombes. C'est quand tu tombes que tu apprends. Ouais. Quand tu marches bien, en fait, depuis plus de combien d'années, je n'apprends plus à marcher parce que je sais déjà marcher. Je n'apprends plus à courir parce que je sais déjà courir. Donc, il faut comprendre qu'à chaque fois que tu tombes, ou à chaque fois que tu échoues, tu as appris. Et c'est ça qui est plus valorisant. C'est ça qui est même important. C'est ça qui te permet d'évoluer. Donc, chaque jour, moi, c'est une routine que j'ai toujours. J'ai toujours un planning. Quand à la fin de la journée, je n'ai pas coché toutes les cases ou tout s'est trop bien passé, je suis limite un peu triste. Parce que si tout s'est bien passé, en fait, je n'ai rien appris. Ouais. Mais quand j'ai eu des petits problèmes, j'ai appris quelque chose. Ouais. Donc, on ne peut pas avoir peur de l'échec. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Que ce soit salarié ou entrepreneur, c'est l'échec qui te forme.
Et c'est cet ensemble de succès plus d'échecs qui définissent la personne que tu es. Ouais. Et donc, c'est important. Que ce soit difficile, c'est normal. Mais la vie en elle-même est une compétition. On dit toujours en disant que si tu es sur Terre, là, c'est parce que tu as été parmi les milliers de spermatozoïdes. Tu es celui qui est sorti. Donc, depuis, même avant que tu ne sois vivant, tu avais déjà commencé une compétition. Ouais. Donc, échouer ne peut pas te faire peur, ne doit pas te faire peur. Donc, il faut juste le prendre sportivement, comprendre que ça fait partie de la vie. On ne peut pas le refuser. Donc, l'accepter et sortir de là grand. Moi, je crois que dans toute chose que je fais, pour moi, je dis toujours avoir une vision claire de ce truc, un plan et exécuter. Ouais. C'est ça le plus essentiel. Le reste, quand tu exécutes, tu auras des problèmes, tu auras des choses qui ne vont pas bien se passer. Il faut juste essayer à chaque fois de réajuster et d'avancer. C'est tout. En tout cas, merci beaucoup, Aziz. Merci à toi. Et puis, bonne chance pour la suite. On te suit, voilà, sur Entourage, pourquoi pas, sur tes réseaux sociaux, pourquoi pas. Et moi, je suis très contente, comme à chaque fois, d'avoir ce moment de partage avec ces invités de qualité que je vous ramène, qui partagent leurs expériences, leur parcours et qui peut-être sont des inspirations aussi pour vous. Bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas pour qu'on puisse dépasser les 70 000 abonnés avant la fin de l'année ou les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Je compte sur vous. Cliquez tout de suite, c'est très important. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, restez connectés. Ciao, ciao.